Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Bienvenue dans la deuxième partie du 4e épisode hors série de notre podcast. Comme vous le savez, nous avons eu le plaisir de recevoir Delphine Leclerc à notre micro. Cet épisode est la deuxième partie du hors-série que nous lui avons consacré et peut être écouté indépendamment de la première, dans laquelle Delphine raconte en détail le parcours de souffrance qu'elle a traversé suite à son second accouchement. Dans ce deuxième volet, nous abordons ensemble les droits des femmes, la question du consentement, les choix dans le domaine du soin et les chemins possibles de réparation, physique comme psychologique, après avoir subi des violences obstétricales et gynécologiques, pouvant entraîner douleurs chroniques, errance médicale, solitude, impossibilité de retrouver une vie normale et cette sensation d'un combat sans fin. Mais à travers ce récit, vous entendrez aussi toute la force, l'énergie, la patience et la persévérance de Delphine, ainsi que l'amour et la confiance qui l'ont guidée vers sa rémission. Enfin, nous avons aussi discuté avec Delphine des maisons de naissance, ces lieux d'accueil et de sécurité qui parfois peuvent aussi être des espaces de réparation. Venez réfléchir avec nous à ce que pourrait être un accompagnement réellement respectueux des femmes, de leur corps, de leurs choix, dans le contexte de la maternité. Aujourd'hui, Delphine partage son parcours de rémission, une vision inspirante pour les femmes de demain. Bonjour Delphine. Bonjour Capucine. Bonjour Delphine et merci d'être à nouveau avec nous. Merci Julie, merci pour l'invitation une seconde fois. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est sur la deuxième partie de l'épisode de Delphine. On a du coup une toute première partie qui raconte toute son histoire et tout le cheminement qu'elle a traversé pour en arriver là. Et donc, je vous invite à écouter cette première partie avant peut-être d'écouter cette seconde partie, même si là, on va aborder davantage des questions de débat et de tout ce que son parcours lui a permis aussi de penser pour les femmes et tout le droit et le respect des corps en général. Du coup, on va pas te représenter. J'imagine que les gens repasseront par la case première partie. Et en tout cas, si c'est pas le cas, de toute façon, on peut aussi te retrouver sur les réseaux et suivre tout ton profil sur ton site, dans ton livre, tout ce que tu as pu entreprendre pour parler de tout ça. Et donc, on va tout de suite passer à nos questions de débat avec Julie. Donc la première chose qu'on aimerait aborder, c'est le droit et le respect des femmes en général et plus particulièrement évidemment dans le contexte de la maternité et de l'accouchement. Et on aimerait bien savoir ce qui, selon toi, sont les principales lacunes aujourd'hui en matière de respect du droit des femmes durant la grossesse et l'accouchement, voire en postpartum selon ce qui a pu se dérouler durant les 2 phases précédentes. Vaste question. Je pense que ce qui est important déjà, c'est que les femmes aient le droit d'accoucher comme elles le souhaitent. Et pour ça, il faut aussi qu'elles aient accès à l'information la plus complète. Parce que je vois, moi, par exemple, pour la césarienne d'urgence que j'ai eue, ou le déclenchement que j'ai eu, oh maman, vous avez pas encore, le bébé est pas encore sorti. Oui, alors si avant tel jour vous n'avez pas encore accouché, on vous fera un déclenchement. D'accord, ça consiste en quoi? Bon, écoutez, on verra. Enfin, vous allez réussir à accoucher avant, hein, on n'en doute pas. D'accord, c'est pas du tout anxiogène. C'est pas du tout anxiogène. Voilà, donc du coup aussi on peut se faire une montagne de plein de choses. Moi je suis pour que l'on soit au courant de tout. Je pense qu'il vaut mieux savoir que d'être dans l'ignorance, ça permet de mieux se préparer. Je pense aussi que les femmes ont le droit de se préparer comme elles le souhaitent, dans le sens où je me souviens que la personne qui m'avait préparée à l'aptonomie
n'avait pas apprécié que je fasse une préparation en parallèle avec ma sage-femme libérale parce qu'elle me disait que c'était incompatible, que c'était soit j'étais du côté de la maman, donc côté sage-femme, soit j'étais du côté de l'enfant, donc de son côté. Alors moi, ça me paraissait complètement surréaliste comme discours puisque on est deux et qu'il n'y a pas à choisir entre les deux, on ne fait qu'un. Donc oui, que ce soit médical, paramédical, enfin c'est important de se faire sa propre préparation comme on le souhaite. Et après évidemment, il y a le projet de naissance où là j'aimerais beaucoup qu'il soit beaucoup plus légalisé. C'est-à-dire que là actuellement le projet de naissance c'est une liste au Père Noël, ça n'a aucune valeur juridique. Et du coup, je me pose la question de son intérêt. Je trouve que c'est important d'avoir une discussion avec le milieu médical, avec le personnel médical. Mais si c'est juste pour avoir un échange et pas d'application, je comprends bien que tout ne peut pas se faire parce qu'il peut y avoir des imprévus, ça oui. Mais moi, en l'occurrence, sur mon projet de naissance, j'avais demandé à ce qu'on me parle de tout. Ça n'a pas été le cas. Enfin, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Mon mari voulait couper le cordon. Il n'a pas pu le faire. Il n'y avait aucune raison qu'il le fasse pas. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses et je pense que c'est important aussi de dire que voilà, à certaines mamans, il y a certaines choses qu'on ne fait pas ici, qu'on ne fera pas et ça permet aussi d'avoir une vision plus concrète ou plus proche de la réalité de son accouchement. S'il y a des choses qui ne se font jamais, qui sont infaisables, autant le savoir dès maintenant plutôt que d'avoir une déception. Donc oui, il y a un discours, il y a un dialogue à avoir. Et puis surtout, oui, il y a un droit au respect, un droit à la communication, un droit au partage de la communication. Enfin oui, les femmes ont le droit d'accoucher comme elles le souhaitent. Elles ont le droit d'accoucher dans la position de leur choix. Elles ont le droit d'accoucher. Voilà, c'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui prennent le risque. Et aussi, c'est elles, du coup, qui ressentent ce qui se passe dans leur corps. Donc, oui. si à un moment donné, elles sentent que quelque chose bloque ou entrave leur bien-être, ce que tu nous expliquais justement dans ton vécu, c'est qu'à un moment donné, il y a des positions qui sont tellement inconfortables que c'est compliqué d'imaginer pouvoir donner la vie sereinement jusqu'au bout avec un bon déroulé. Évidemment, dans le cas où tout se déroule bien pour maman et pour bébé. Et c'est vrai aussi, malheureusement, que au niveau des projets de naissance, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis liste au Père Noël. Il y a cet aspect aussi où c'est, de mon point de vue, personne dépendant. Tu vois, tu as très bien expliqué justement dans la première partie où tu décris tes accouchements que selon les équipes, il y avait une réelle prise en compte ou pas de ça. Et en effet, le fait de légiférer certaines choses permet déjà, comme tu dis, de pouvoir être pris en compte au cas où que certaines choses puissent devenir délétères dans le temps, mais aussi juste uniformiser finalement la pratique et la prise en charge de la patiente. Évidemment, après, l'information libérée dans le domaine public, je pense que ça, c'est l'idéal. Et comme tu dis, après, est-ce que les gens le font ou pas déjà dans les suivis classiques de maternité? En tout cas, ça résume bien tout ce que tu viens de dire, une espèce de problématique sous-jacente aujourd'hui autour de l'accouchement et de la prise en charge en général, quel que soit le lieu ou les personnes. Comment est-ce que tu définirais les violences obstétricales et gynécologiques et pourquoi, à ton avis, c'est si souvent invisibilisé aujourd'hui? Alors, comment je les définirais? Je dirais que, déjà, ça peut être très large, puisque ça peut être oralement, physiquement. C'est tout ce qui concerne, en tout cas, notre intimité. Les violences obstétricales, c'est tout ce qui concerne le suivi de grossesse, la grossesse. Mais globalement, moi, souvent, quand on pose la question de « est-ce que tu crois que c'est une violence ?» Si simplement, quand on sort de la salle de naissance, du box, du cabinet médical, s'il y a quelque chose qu'on ressent au fond de nous d'anormal, si on ne se sent pas bien, ce n'est pas normal. Voilà, tout simplement. Voilà, si à partir du moment où on ressent une gêne, à partir du moment où on se sent mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a un problème au niveau de la pratique, du respect, etc. Donc c'est là où il faut s'interroger sur qu'est-ce qui nous a dérangé, quand, et ça peut être
intéressant d'en parler avec son praticien en disant, ben voilà, moi, je me suis sentie mal quand vous avez dit ceci, quand vous avez fait cela, je n'ai pas compris. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est que là maintenant, il y a plein de professionnels de santé qui rendent le patient acteur. C'est-à-dire, vous devez faire votre frottis, bah, c'est vous qui mettez le spéculum ou c'est le praticien qui dit, bah, vous me dites quand c'est bon pour vous. Donc c'est pas du tout le même. À partir du moment où on se sent actif dans la prise de décision, à partir du moment où on se base sur le ressenti, on subit moins un acte lié à son intimité. Donc je pense que c'est vraiment vers ça où il faut aller. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont si souvent invisibilisées? Bah, peut-être parce que ça concerne notre intimité, parce que on met facilement un mouchoir dessus, parce que ça se passe souvent qu'entre 2 personnes, entre 4 murs, parce qu'aussi on n'a pas forcément la connaissance, le nombre de femmes qui m'ont dit après l'écriture de mon premier livre: «Ah mais c'est pas obligatoire d'avoir une épisiotomie?» Parce que moi, quand j'ai accouché, enfin tout le monde en avait une, on nous a toujours dit que le bébé, il pouvait pas sortir comme ça, que l'épisiotomie, c'était nécessaire. Bon, bah, effectivement, il y a toute une génération de ma mère, où l'épisiotomie était vraiment fortement utilisée et où on considérait que c'était une pratique normale. Et en fait, si on grossit le trait, ben, si tout le monde fait une expression abdominale, ben, on pense que c'est normal. Et comment on en vient à se dire que, ah oui, sans doute, ça doit être une petite technique secrète pour aider extraordinaire, etc., etc. Enfin, donc c'est important de prendre du recul par rapport aux actes qu'on subit, de se renseigner il y a énormément d'informations aujourd'hui, que ce soit des podcasts, c'est pas vous qui allez me contredire, que ce soit des livres, que ce soit des documentaires, enfin il y a vraiment beaucoup de façons de se renseigner sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se fait ailleurs aussi, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont bien plus en avance que nous. Ah oui. Donc voilà, bah, aujourd'hui, c'est invisibilisé parce que je pense que déjà, il y a une omerta qui se trouve déjà dans les études de médecine. Les étudiants de médecine sont les étudiants qui sont le plus maltraités. Donc bah, j'ai reçu beaucoup de témoignages de sages-femmes, d'élèves sages-femmes qui me disent, voilà, moi, je peux pas aller aux toilettes pendant toute une journée. Je me retrouve à faire des soins, enfin bref, des choses vraiment très très difficiles. Et puis en fait, c'est je me retrouve avec un médecin maltraitant, un médecin qui a des propos très déplacés à mon encontre ou à l'encontre d'une autre collègue ou à l'encontre d'une patiente. Je veux le signaler et on me dit que si je fais ça, je serai placardisée pour toute ma carrière. Donc il y a aussi cette omerta-là, elle commence déjà là. Elle commence pour moi à l'école de sage-femme, à l'école de médecine. Alors il y en a beaucoup qui disent j'arrête parce que je peux pas supporter ça, parce que j'aime trop ce métier mais je veux pas le pratiquer ainsi. Et puis il y en a qui disent voilà, apparemment c'est la seule façon d'exercer son métier et moi je vais être bien traitante mais je vais pas dire si l'autre est maltraitant. Et voilà, et c'est comme ça aussi que il y a ce système d'omerta, de secret qui se met en place. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dossiers médicaux qui sont falsifiés, hein. Ouais, incomplet ou autre. Incomplet, mal photocopié, on va dire. Dans la première partie de ton interview, tu parles de ce moment où tu dois faire le choix, d'une certaine façon, d'assumer de porter cette étiquette si tu oses parler de ce que tu traverses. Mais du coup, tu vas avoir l'étiquette de la personne qui va avoir subi tout ça, et avec tout ce que ça implique, du regard de tes proches, de ta famille la plus intime, jusqu'à tes amis et tes éventuels voisins ou connaissances, jusqu'au regard de la société. Tu nous as aussi parlé de tes collègues de travail qui ont, eux, pour le coup, été très bienveillants à ton encontre. Dans cette idée de parole tue, est-ce que tu crois que beaucoup de femmes n'osent pas en parler aussi pour ne pas subir ce regard de la société? Et
au-delà même de subir le regard de la société, est-ce que tu penses que c'est aussi lié à la situation de la femme en général aujourd'hui en France finalement, de comment elle est perçue, ce qu'on lui demande d'assumer en tant que femme, en tant que mère, en tant que conjointe, dans toutes ces dimensions, est-ce que tu penses que ça a une importance dans ce silence? Et je pense qu'il y a vraiment cette injonction de l'accouchement doit être l'un des plus beaux jours de ta vie. Donc ça, forcément, il y a une part pour certaines personnes de déni, parce que si c'est pas le plus beau jour de ta vie, qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Comment tu repenses à cet événement? Qu'est-ce que ça prédit aussi de l'avenir de ton enfant? Parce que c'est un malheur comme ça qui s'abat sur lui pour toute sa vie. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de mamans qui n'en parlent pas et qui n'en parlent même pas à leur conjoint. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit: «Je souffre, mais je me vois pas aborder ce sujet intime avec mon partenaire». Ce que je comprends, en fait, on n'a pas forcément une intimité intellectuelle ou enfin voilà, il y a des personnes qui sont très pudiques, qui ne s'imaginent pas aborder ce sujet avec leur conjoint. Il y a aussi des femmes qui pensent qu'elles sont obligées de dépasser la douleur parce que sinon leur conjoint va partir, elles vont pas réussir à le garder, elles vont divorcer, leur enfant n'aura qu'un seul parent. Je sais aussi qu'il y a des femmes qui se disent qu'elles doivent passer outre la douleur. C'est difficile quand je reçois ce genre de témoignages. Il y en a aussi qui se disent qu'elles doivent faire avec. Et puis il y en a aussi qui pensent avant tout à leur enfant, qu'il peut y avoir malheureusement des violences obstétricales, plus des violences à l'encontre de l'enfant ou un enfant qui a une maladie, etc. Et du coup, c'est toute l'attention qui est portée sur l'enfant, puis le reste tant pis. On verra ça plus tard. Ça arrive aussi que des mamans me disent: «Bon là ça fait 2 ans, 3 ans, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant parce que voilà, je m'occupais de mon enfant, j'étais son moyen de garde, et du coup, c'est vrai que là maintenant, j'ai de plus en plus mal, ça a de plus en plus de conséquences, donc là j'ai pas le choix, faut vraiment que je fasse quelque chose», ou alors ça peut être aussi une histoire d'argent. On peut me dire: moi c'est surtout sur les conséquences post-traumatiques. J'ai des personnes qui me disent: «Je n'ai pas assez d'argent pour me payer plusieurs séances de MDR. Je suis obligée de prioriser. D'abord, j'achète des habits pour mes enfants et après voilà. Mais je suis vraiment pas bien mentalement, voilà». Donc ça, c'est terrible aussi. Parfois, c'est pour plein de raisons que du coup, on n'en parle pas. Et puis après, je dirais que c'est aussi, le fait de pas en parler, c'est parce que c'est lié aussi à notre sexualité. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi tous les autres tabous de combien est-ce que j'ai de rapports par semaine? Est-ce que le rapport à la performance, le rapport, voilà, donc ça, c'est des problématiques plus larges au niveau de nos sociétés, mais ça en fait partie aussi. Le fait, Bien sûr, oui. c'est comme la vulvodynie, le fait d'avoir des douleurs au-delà du fait que, c'est pas forcément lié à un accouchement. Il y a des jeunes femmes qui vivent ça également. Mais parce que on leur a dit: tu sais, souvent la première fois ça fait mal. Du coup après, la deuxième fois elles ont encore mal. Elles disent: c'est normal, c'est proche de la première fois, etc., etc. Et puis en fait, elles ont tout le début de leur vie sexuelle où elles ont mal. Et en fait, c'est seulement au bout d'un moment, en discutant avec d'autres copines, qu'elles se disent: c'est bizarre, moi j'ai tout le temps mal. Ah mais vous avez pas mal. Et là où elles se disent: Mmh. il faut que je me renseigne pour voir pourquoi et essayer de trouver une solution. Donc tout ce qui est lié à notre sexualité, de facto, c'est quand même déjà assez secret, assez tabou. Mmh. Oui, c'est le rapport à l'intime, ouais. Ouais. Je me permets aussi de rappeler pour les personnes qui n'auraient pas écouté ou qui ne sont pas encore allées au bout de la première partie, que on met en descriptif de nos épisodes, toi, tout ton parcours de rémission, tous les professionnels et les techniques, on va dire, que tu as pu explorer pour t'aider. Là, tu as évoqué de nouveau le MDR, mais tu as testé beaucoup de pratiques. Donc, si des gens veulent se renseigner pour savoir si l'une ou l'autre pourrait leur correspondre, elles sont toutes référencées en description de chacun des 2 épisodes.
Et aussi, ce que tu dis, je me permets la parenthèse, on a eu une invitée dans la saison 1 qui en effet a eu un enfant qui a été détecté avec une pathologie génétique. Et c'était assez intéressant ce témoignage où elle disait grâce à ma sage-femme qui a continué de m'appeler tous les jours, même si elle a dû se déplacer à Necker pendant une semaine. Elle dit j'avais des douleurs utérines. Et grâce à ça, elle a continué de penser à la maman parce qu'en fait, tout était tourné autour de cet enfant malade, ce qui est normal et ce qui était vital et important pour elle et pour son bébé. Mais finalement, elle dit, elle parle de la maman qui est oubliée et elle a beaucoup de gratitude pour sa sage-femme qui a été présente. Donc en effet, dans l'idée de ce que tu viens de dire, c'est important d'en parler à un professionnel en qui on a confiance, quel qu'il soit, pour à un moment donné ne pas se perdre au détriment du conjoint, de l'enfant, de la société ou autre. Je me permets cette parenthèse parce que ça me paraît assez important que toutes les femmes qui nous entendent aujourd'hui le sachent et se sentent légitimes de pouvoir en discuter. Et tu as raison, et je me permets du coup une parenthèse également. Le suicide est la première cause de mortalité chez la jeune mère. On n'en parle pas du tout. Les médias n'en parlent pas. Or, c'est extrêmement important. Là, c'est pareil, c'est tabou, ça ne se voit pas, c'est la santé mentale. Et effectivement, on parle là de la première cause de mortalité chez la jeune mère. Ça concerne les mamans qui viennent d'accoucher jusqu'à la première année de leur enfant. Ça montre bien qu'il y a un vrai sujet et donc c'est très important d'en parler et c'est très important d'avoir des professionnels de santé qui sont à l'écoute et qui suivent, voilà, qui suivent même s'il n'y a pas besoin, qui suivent et les jeunes mamans. Pour moi, je considère que le rendez-vous mensuel pour l'enfant, c'est aussi un rendez-vous mensuel pour le parent. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, on l'a déjà cité du coup dans d'autres épisodes, mais je le replace ici. Il y a aussi l'association nationale Maman Blues qui est axée là-dessus. C'est très important, comme tu viens de le dire. C'est devenu en 2024 la première cause de mortalité chez la jeune mère. Et il faut savoir que il y a des gens qui projettent que c'est vraiment dans les jours ou semaines qui suivent, le pic de ces suicides arrive entre les 4 et 6 mois. Donc c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, à suivre au long cours si jamais on sent que cette problématique persiste. Parce que justement, ça met un moment à s'installer et donc c'est important d'en parler. Comme tu dis, c'est vital, je pense. En tout cas, pour revenir un peu plus sur le droit des femmes, aujourd'hui, si tu peux en tout cas l'imaginer, quels seraient d'après toi les changements législatifs et ou institutionnels qui seraient nécessaires pour garantir un respect systématique des femmes dans les maternités? C'est très difficile parce qu'on peut mettre des lois, mais après, il faut pratiquer. Après, il faut que la loi, elle soit vraiment effective. Ouais. Et alors, pour que la loi soit vraiment appliquée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du contrôle? Est-ce qu'on met de la sanction? C'est quand même terrible de se dire qu'on va mettre de la sanction pour des personnes qui ont prêté serment, qui ont normalement une vocation pour soigner. Ça m'est difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'avant tout, il faut changer de vision concernant les erreurs ou les violences. C'est-à-dire que il faut vraiment que les deux parties, le milieu médical et les femmes, les mères, travaillent ensemble pour la réparation, pour la guérison. C'est pas en se mettant dos à dos que ça va fonctionner et ce n'est pas en cachant des erreurs ou des violences que ça va fonctionner. En fait, je repense à une discussion que j'ai déjà eue avec mes filles. Mes filles m'ont souvent dit: «Mais maman, ton bobo», j'ai dit: «Ma chérie, mon bobo, je l'ai eu, je suis allée à l'hôpital et puis en fait, j'ai eu un bobo et puis, c'est comme pour tout, toi demain si tu fais une erreur, une bêtise, tu as 2 solutions, c'est soit tu le dis et tu fais tout pour réparer ton erreur, soit tu le dis pas et dans ce cas-là, le bobo, il s'agrandit». Et je dis: là, c'est ce qui s'est passé et donc je crois vraiment que on peut tous faire des erreurs. Moi, j'ai tout à fait conscience que, dans le milieu médical, voilà, c'est très difficile, les conditions sont très difficiles, il y a besoin de beaucoup plus de moyens et le fait qu'il n'y ait pas assez de moyens, ça participe à l'augmentation des violences. Donc oui, mais il faut absolument que maintenant on soit capable de reconnaître ses erreurs et qu'on fasse tout pour les réparer,
de sorte que il y a un meilleur vécu. J'ai déjà eu des témoignages de mamans qui me disaient, bah voilà, moi j'ai eu des violences seulement dès le lendemain à la maternité, on m'a dit non mais madame, ce qui s'est passé c'est pas normal. On va faire ça, ça, ça et ça. Le soignant en question, il va venir vous voir. On va le suivre pour mettre telle mise en place d'action, de telle prise de conscience. Maintenant, il y a des formations. Il y a des formations en Belgique sur les violences obstétricales, mais j'espère que ces formations vont se développer en France et qu'ainsi il y aura un meilleur respect de la femme qui accouche. Ça me fait penser à ce que tu nous expliquais dans la première partie de l'interview, quand tu dis qu'à un moment donné, tu as écrit au personnel soignant qui avait fait une partie des violences que tu as subies, et tu dis rien que le fait qu'il t'ait répondu, même si c'était pas une réponse si pertinente, on va dire, en tout cas, ça t'avait quand même apporté quelque chose à ce moment-là. Donc si en plus, comme ce que tu viens de dire, le retour est sincère, il y a une réelle prise de conscience, en effet, ça aide à la réparation et ça peut entraîner un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux, qui est plutôt en général le cas parce que, comme tu dis, la reconnaissance de l'erreur, surtout quand il s'agit de l'intimité, enfin, tout ce que ça implique, ça ne fait que éloigner les gens, mais du coup, taire encore plus le problème. Et je souhaite aussi que les formations que tu évoques, qui existent aujourd'hui en Belgique et ailleurs, se propagent et arrivent jusqu'à chez nous. Ça serait, je pense, pas mal, ouais. Par rapport au consentement informé, tout à l'heure, tu nous disais, moi, par exemple, dans mon projet de naissance, j'ai demandé à être tenue au courant. Tu parlais aussi du fait qu'aujourd'hui, certains praticiens proposaient aussi aux femmes de soit intervenir sur leur intimité selon si c'est envisageable ou pas, si c'est un frottis ou quelque chose de bénin, ou en tout cas attendre qu'elle soit d'accord avant de mettre une main, un regard, peu importe, un objet. Comment, d'après toi, ce consentement informé pourrait être mieux intégré dans la pratique médicale aujourd'hui, et particulièrement autour de la naissance? Pour moi, c'est vraiment dans le cadre de la formation. Je crois qu'actuellement, en école de sage-femme, les violences obstétricales ne sont étudiées qu'une journée dans tout le cursus. Donc là, effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un déni, il n'y a pas de formation. Donc, je pense que c'est seulement par une formation bien bien détaillée qui dépasse la journée unique de formation sur ce sujet qu'on va y arriver. Il faut des témoignages. Moi, franchement, je serais ravie d'aller dans des écoles de sage-femme raconter mon histoire. Je pense que on s'en souvient et qu'on ne pratique pas le métier de la même façon. Bien sûr. Je pense aussi que ton témoignage pourrait apporter quelque chose à la prise de conscience de jusqu'où ça peut aller dans des cas relativement extrêmes. Par rapport au choix du soin, tu nous as dit en conclusion de la première partie de l'épisode qu'à un moment donné, si quelqu'un n'était pas satisfait de son soignant, si c'était encore temps de pouvoir changer d'établissement, changer de professionnel, se renseigner, en discuter avec l'entourage. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est si important que les femmes aient le choix du lieu et du mode d'accouchement, que ce soit pour le coup en maternité, en maison de naissance ou même un accouchement à domicile? Parce que ce sont les femmes qui accouchent. Donc, c'est leur corps, c'est leur santé. Je pense que s'il y a un souci avec leur enfant, elles seront les premières à s'en vouloir. On est dans un moment de vulnérabilité extrême où la vie et la mort se côtoient de façon extrêmement rapprochée. Et donc, c'est important d'être en confiance, de se sentir bien. Et donc, il faut choisir la voie qui nous convient le mieux, en sachant qu'évidemment, il s'agit pas de faire la politique de l'autruche et d'aller à l'encontre d'informations, Oui, bien sûr. d'obligations médicales dans des contextes, on va dire hors accouchement classique, grossesse sans problème particulier. Voilà, dans un cadre de grossesse sans problème particulier, voilà, il est important d'avoir le choix. Et puis c'est terrible aussi parce que il y a des personnes qui veulent avoir le choix, mais
parce qu'elles habitent dans des endroits plus ou moins éloignés, leur maternité d'à côté a fermé, elles se retrouvent à prendre des chambres d'hôtel. Enfin, c'est toute une organisation. C'est à se demander si un déclenchement ce serait pas mieux, parce que comme ça au moins il y aurait pas à stresser pour la route qui sera longue, etc. Donc j'ai conscience que suivant là où on habite, le choix est plus ou moins restreint. Oui. Si par exemple le choix est une maison de naissance, Mmh. faut se dire qu'actuellement il y en a Oui, 10 sur voilà, c'est ça. l'entièreté du Mmh. territoire français, dont 3 du coup en dom-tom-pom. Donc oui, les choix peuvent être relativement restreints. Et qu'est-ce que tu penses de ce manque d'accès justement à certaines structures? Tu viens même d'évoquer d'ailleurs la fermeture de Mmh. certaines maternités de proximité. C'est aussi un sujet important qui fait partie des sujets invisibilité, je trouve. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce manque d'accès à ces structures, en tout cas à la variété de ces structures, et en quoi ça affecte les femmes aujourd'hui? Tu viens d'évoquer par exemple l'idée de pouvoir penser qu'un déclenchement serait meilleur qu'un accouchement Mmh. normal. On parle toujours, je me permets de le préciser, d'une grossesse à bas risque. Tout On à fait. parle pas de contexte où il y aurait des préconisations particulières. Oui, en fait, on commence à aller dans une voie pratico-pratique, un raisonnement pratico-pratique, alors qu'en fait, c'est pas de cette façon-là dont il faut penser. Le but, c'est d'avoir l'accouchement qu'on souhaite, de donner la naissance à notre enfant comme on le souhaite. C'est pas n'importe quel moment, c'est le moment où on donne la vie. A priori, ça va pas arriver très souvent dans notre vie. Et puis, c'est la naissance d'un enfant. Le fait d'avoir moins de possibilités, forcément, ça bloque un peu l'imaginaire. Évidemment, si on a envie d'accoucher dans un endroit très éloigné de chez soi, non seulement il faut mettre les moyens pour y arriver, mais il faut aussi convaincre son entourage. Enfin voilà, ça demande beaucoup plus d'organisation dans un événement où tout est imprévu. Donc c'est passé à côté de la rencontre qu'on aurait souhaité avoir dans les conditions qu'on aurait souhaité avoir dans... Pour ton premier accouchement, tu nous as expliqué, donc dans la première partie, que tu avais eu un accompagnement avec une sage-femme libérale, que tu avais lu beaucoup, que tu avais eu un suivi autonomique, bref, qu'il y a tout un tas de choses. En maison de naissance, la pratique qui est proposée, ça s'appelle donc l'accompagnement global à la naissance. C'est-à-dire que la même sage-femme, le même binôme ou le même trinôme, ça dépend du coup de la structure, va suivre du début jusqu'à l'accouchement et même en postpartum, la femme, le bébé, le couple. Cette idée d'accompagnement global, dans ton expérience, même si toi, donc l'accouchement a eu lieu à la maternité, donc ça a été un peu tronqué, mais tu as quand même eu cette sage-femme libérale qui a été un lien aussi entre tes 2 grossesses. Qu'est-ce qui, d'après toi, rend cet accompagnement global et personnalisé si crucial pour une grossesse et un accouchement respecté? Alors, déjà, tu as raison, effectivement, j'ai accouché en maternité et ma sage-femme libérale, je pense, m'a permis d'avoir cet accompagnement privilégié, puisque, effectivement, elle m'a suivie très tôt pour ma première grossesse et m'a suivie pour ma seconde grossesse, mais elle a aussi fait une séance avec mon mari uniquement. Enfin, je dirais à l'époque, oui, 2017 et 2019, c'était assez innovant de se dire voilà, on va faire une séance avec le papa et le papa, il a aussi des choses à préparer, des explications à avoir, des conseils à recevoir, etc. Donc en ça, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment tous été accompagnés, et je pense que c'est crucial parce que ce soit notre premier enfant, notre deuxième ou notre troisième, peu importe, ce sont des changements majeurs dans nos vies. C'est-à-dire que avoir un premier enfant, c'est un bing bang. Avoir un deuxième enfant, là, c'est là où on a vraiment les enfants d'un côté, les parents de l'autre. Voilà, après, il y a
les infériorités numériques ou les supériorités numériques, ça dépend de quel côté on se trouve. Enfin, bref, tout est une problématique différente. Et quand on dit qu'il faut un village, oui, il faut un village, il faut tout un village. Et je pense que c'est important parce que on n'a pas forcément, je le vois sur les plus jeunes couples, quand c'est les premiers d'une bande de copains à avoir des enfants, quand c'est voilà, on n'a pas forcément, certains n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents, ou certains ont leurs parents éloignés, ou leur famille. Voilà, donc en fait, ces personnes-là, ça devient vraiment le noyau dur de ces suivis de grossesse, de ces postpartum. Pendant la grossesse, je trouve surtout pendant la première grossesse, on reçoit énormément d'informations, énormément de conseils, voire énormément d'ordres de la part de l'entourage. Souvent, c'est des conseils contradictoires. C'est chacun un avis sur l'allaitement, sur l'accouchement, sur le cododo, enfin bref, c'est terrible parce qu'on est complètement perdu. Et donc après, c'est important aussi de s'écouter et de se rapprocher de ces personnes-là qui sont des professionnels et qui justement, dont le métier c'est d'accompagner ses parents. Je trouve ça très important. Oui, surtout que vu qu'ils sont professionnels dans cette relation, ils sont là pour écouter les besoins de la mère, du couple, du papa. Comme tu dis, souvent quand c'est l'entourage, il y a ce truc aussi où ils sont pas forcément à l'écoute de qui t'es toi, ils projettent plutôt eux leur expérience passée sur toi. Donc quand tu dis tu vois, ces ordres ou ces injonctions qui peuvent à un moment donné être très perturbantes, surtout comme tu dis quand on est primipare, ça peut être un peu déstabilisant si en tout cas on s'est pas renseigné en amont ou qu'on n'a pas côtoyé des gens qui avaient eu des enfants récemment. Et quels sont selon toi les freins à l'accès aux structures alternatives comme par exemple les maisons de naissance auxquelles on essaie de donner la parole aujourd'hui avec notre podcast? Les freins déjà, c'est effectivement le fait qu'il y en a très peu. Le fait que on n'en entende pas beaucoup parler. Donc on a l'impression que dès qu'on prend une voie un petit peu alternative, ça va devenir le parcours du combattant. Donc en soi, c'est déjà décourageant. Oui, surtout que c'est des structures malgré la légifération qui a eu lieu fin 2021, début 2022, c'est encore assez controversé et se faire entendre quand on est un petit nombre, c'est comme tu dis, c'est pas forcément évident, mais je pense que dans la même idée que les violences obstétricales et gynécologiques, chaque pierre mise à l'édifice aide à apporter toutes ces voix et à sortir un peu toutes ces choses du silence dans l'idée de respect du droit et de l'accès au choix et à l'information pour les femmes. À ton avis, avant d'aller plus avant avec Capucine sur le sujet des maisons de naissance, comment aujourd'hui la France pourrait-elle mieux répondre aux besoins des femmes concernant l'accompagnement à la naissance? Même dans tout ce qui peut être l'accès aux professionnels, comment les préparations à la naissance aussi sont proposées, qu'est-ce qui est donné comme tu disais tout à l'heure en termes d'information? Enfin vraiment un point de vue un peu global là-dessus. Je trouve que actuellement, enfin en tout cas dans ce que j'ai vécu, la préparation à la naissance à l'hôpital relève surtout de l'administratif. Est-ce que vous êtes violenté chez vous? Non. Est-ce que vous vous droguez? Non. Voilà, OK, rien de particulier, d'accord. Ah, vous avez des contractions? OK, je note, voilà. Enfin bon, ils ont très peu de temps. Donc voilà, c'est pas un échange qualitatif. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre ma première préparation à l'accouchement, ma deuxième préparation à l'accouchement, puisque ma première préparation à l'accouchement, je l'ai fait avec ma généraliste, donc qui m'a suivie le plus longtemps possible. Et ma deuxième préparation, c'était que l'hôpital, parce que c'était l'hôpital qui avait décidé que ce serait comme ça. Ce que je trouvais déjà dommage parce que ça demande plus de déplacements que ça, donc c'est pas très pratique. Ça fatigue encore plus. Et puis on attend longtemps, on sait pas quand est-ce qu'on va passer, c'est pas les mêmes interlocuteurs.
J'ai pas trouvé que c'était très qualitatif et justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié d'avoir ma sage-femme libérale en parallèle parce que là, pour le coup, j'avais vraiment quelqu'un qui me suivait. Donc ça me paraît important. Je pense qu'effectivement, on n'est pas assez informé sur la suite. C'est-à-dire que bon, on a l'impression que l'accouchement, ça va être l'Everest, mais en fait, on parle pas assez de la suite. On parle pas des suites de couches. On parle pas du postpartum. On parle pas du baby clash. Voilà, donc tous ces sujets-là, pour moi, ils devraient déjà en faire partie dans le cadre de la préparation à la naissance, puisqu'en fait, ça devrait être la préparation à la naissance et la préparation à la parentalité. Voilà. Pour moi, cet aspect-là, déjà, il est pas assez préparé. Et ensuite, pour moi, on devrait avoir une famille de professionnels de santé, que ce soit au niveau médical ou paramédical. Enfin voilà, on devrait avoir beaucoup plus d'interaction entre tous les professionnels de santé. Enfin voilà, toutes les personnes qui interviennent devraient pouvoir interagir autour de cette future naissance. Je trouve que c'est trop cloisonné. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord. Du coup, de ce qu'on sait, nous, de ce qu'on suit sur tes réseaux, tu as notamment pu découvrir le Calme, donc la maison de naissance de Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ta découverte de cette maison de naissance et si tu connaissais peut-être avant de découvrir le Calme, mais qu'après tu as découvert effectivement ce que c'était à l'intérieur des portes, ou si tu as tout découvert en même temps, est-ce que ça a pu générer chez toi ou ce que ça a pu générer comme réflexion aussi par la suite? Alors en fait, j'étais à un salon du livre en dédicace et une personne est venue me voir en me disant est-ce que vous seriez d'accord pour participer à un cercle de mamans au Calme? Et donc j'ai accepté sans connaître vraiment cet endroit. Et donc après, moi, je me suis pas mal renseignée. Donc j'y suis allée et ça a été un moment très très émouvant. Parce qu'au moment où je participais à ce cercle de mamans, une maman était en train d'accoucher En direct. dans la pièce d'à côté. Donc et d'ailleurs son bébé est né au moment, enfin en plein pendant ce cercle. Donc oui, c'était très émouvant. Et ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est que j'ai trouvé que ces mamans, elles étaient extrêmement informées. Mais vraiment, j'étais impressionnée par toutes leurs connaissances. Elles avaient bien plus de connaissances que moi sur l'accouchement, puis je les trouvais très conscientes. Elles étaient toutes les deux, enfin les personnes que j'ai vues, elles étaient donc jeunes mères, pris à part, et en fait elles étaient c'est pas qu'elles vivaient moins de choses qu'une maman lambda, elles vivaient les mêmes choses que toutes les mamans, mais elles le vivaient en pleine conscience. Donc elles le vivaient pas de la même façon. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais vraiment, si on avait plus d'informations, ça pourrait vraiment changer la façon dont on vit le postpartum. Donc il y a ça. Et après, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il y avait toutes ces personnes qui se retrouvaient. En fait, c'était plein de couples, de bébés qui étaient là, en train de se retrouver, d'échanger, de partager des bons moments ensemble. Et c'était en fait ce village dont on entend parler. Il était là, ce village, et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et ce qui était aussi très émouvant, c'est de se dire que dans ce village, et en l'occurrence dans ce cercle de mamans, on pouvait se dire des choses qu'on n'avait jamais dit, même à des gens dont on était très proches. Mais parce que parfois, il y a des choses qui sont plus faciles à dire dans un cadre très encadré, très fermé, très sécurisé. Donc non, c'était vraiment, j'ai vécu un magnifique moment au Calme. Oui, j'imagine. Je me demandais si tu avais connu les maisons de naissance avant ton premier accouchement. Donc là tu as un certain recul avec tout ce que tu as vécu et qui t'amène à avoir un regard aussi sur la maison de naissance. Mais si tu l'avais connu à l'époque, est-ce que tu crois que tu y serais allé? Ou est-ce que ça aurait été peut-être trop obscur et l'hôpital aurait apporté un certain confort aussi ou réconfort, enfin voilà, suivant comment on le voit, ou déjà d'emblée, si tu avais connu ce que c'était à l'époque, c'est un projet qui t'aurait plu? C'est un projet qui m'aurait plu. Moi, je rêvais vraiment d'un accouchement physiologique.
OK. Bon, il se trouve qu'avec mes allergies, plus d'autres choses, c'était vraiment, pas possible. Mais oui, si en fait, ce que je voulais, c'était me confronter à moi-même. OK. C'est-à-dire que je considérais que l'accouchement, c'était, un Everest et que, quitte à le traverser, autant y aller, sans sac à dos. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, je voulais vraiment qu'après mon accouchement, je ressente une fierté et une confiance qui, me marquerait à jamais, à vie. Voilà, c'est ça que je cherchais dans mon accouchement. Bon, finalement, je l'ai trouvé d'une autre façon. Oui. Mais, mais oui, non, en fait, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est que c'est une alternative entre l'hôpital et l'accouchement à domicile. Oui. Voilà, c'est ça que je trouve super et je pense qu'il faut démultiplier, les façons d'accoucher parce que, tout le monde est différent, on n'a pas tous les mêmes besoins et que quand c'est possible, il faut pouvoir, accoucher. Enfin, c'est quand même, un événement, très important qui nous engage physiquement et mentalement et pas que nous en plus donc Oui. Et à l'inverse, le fait que tu aies vécu, une expérience, en milieu hospitalier ou clinique, enfin, en tout cas, en milieu de maternité, plus, classique. Est-ce que tu as noté des choses que tu aurais aimé, avoir et que tu as pu rencontrer en allant, notamment, au Calme et en discutant avec ces personnes, suivies au Calme? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé avoir et qui finalement parfois peuvent aussi en effet être, proposées à l'hôpital? C'est pas que le cadre maison de naissance qui apporte certaines choses. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement ces échanges entre futures mamans, entre mamans. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir. Je sais qu'il y a des maternités qui le proposent. Après, j'ai des personnes de mon entourage qui l'ont fait et qui en étaient assez déçues parce que c'était plus, voilà, alors on vous donne un cours théorique sur l'accouchement et puis prenez des notes si vous voulez. Enfin, voilà, il y avait pas ce côté où on est là pour partager nos peurs, partager nos envies, partager, je sais pas, enfin, il y avait pas ce côté-là. C'est en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est censé, enfin, relever d'une thérapie de groupe, alors que pas du tout. Enfin, pour moi, c'est simplement, justement une communauté de personnes qui vivent la même chose et qui vont traverser un événement qui va être ressenti différemment, suivant les uns et les autres et suivant le contexte, mais qui sont liés en fait. Je pense qu'on peut créer, quelque chose de magnifique avec cette notion de communauté et justement, on sait que voilà, c'est compliqué, à l'hôpital, que l'hôpital est surchargé et cetera et je pense que pour les soignants aussi, ça peut être intéressant d'être dans un temps différent, de pas être dans le temps de l'urgence, mais dans ce cadre de préparation, dans ce projet, dans cet objectif et aussi dans ce suivi. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un échange différent avec, des patients. Oui, et d'apprendre à les connaître Oui, peut-être voilà. plus personnellement aussi, Et quoi. Oui. peut-être développer du coup, ce lien, cette empathie qui manque dans le cadre des violences obstétricales. Ouais, ou de l'urgence. Par rapport au fait de parler des groupes de parole, il y a ce côté souvent justement très dans l'urgence et très dans l'administratif. Mmh. Quand tout à l'heure tu parlais, des séances de préparation où finalement c'est très, de l'information, basique, qui est demandée. Je pense que ça peut aussi, tu dis, amener un souffle, tu vois, aux soignants et c'est aussi, je pense un regard différent, une réflexion différente sur, sa pratique et la prise en charge des patients, voire même, une décharge mentale. Dans le sens, aujourd'hui, ils ont une énorme charge mentale et en fait, le fait de voir les patients interagir entre eux, échanger entre eux, finalement, eux, ça leur enlève une, part de responsabilité et le fait d'être, à l'écoute des gens, ça leur donne un regard différent et en plus, à ce moment-là, étant spectateur et plus acteur, enfin, moins acteur de la situation, ça, je pense que ça peut changer dans la pratique. Ouais, je pense que tu as entièrement raison, c'est ça. D'avoir un regard différent et du coup, une pratique, différente.
Et des violences obstétricales, tu finissais ta réponse autour de ça. Est-ce que tu penses que les maisons de naissance ou les offres ou pratiques alternatives comme notamment l'accouchement à domicile peut aussi le proposer, pourraient réduire ou aider en tout cas à réduire les violences obstétricales? Mais j'espère. Je n'ai jamais reçu de témoignage de personnes ayant subi des violences obstétricales dans ces deux types de structures. Donc voilà, j'espère que ça peut aider à lutter contre les violences obstétricales. Oui. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi à penser, c'est que, en tout cas, l'objectif des maisons de naissance avec cet accompagnement global a une tendance à faire du one-to-one, ce qu'on dit, enfin, du un à un, et donc de sortir notamment de cette urgence dont on parlait des milieux hospitaliers, donc d'avoir moins de pression mentale et donc d'avoir plus de disponibilité pour ces gens et donc certainement moins de violences obstétricales. Oui, et le fait aussi de rendre plus actrices aussi les patientes, dans l'idée de ce qu'on évoquait avant. Du coup, pour tous les gens qui nous écoutent depuis la première partie, on a discuté donc des violences obstétricales et gynécologiques. On a discuté de ton parcours assez fou, assez incroyable et violent, et de toute cette reconstruction que tu as pu mener par tous les chemins et par tous les moyens durant toutes ces années. Et donc, on se demandait, avec toute ton expérience de vie et expérience avec le bilan qu'on peut faire maintenant qu'on t'a écouté, quel message tu aimerais adresser aux professionnels de santé ou aux futures mamans à propos du respect et de la réparation après un traumatisme lié à la naissance? Alors pour les soignants, je leur dirais que c'est important d'avoir conscience que ce qui se passe, ça peut avoir des conséquences à vie, que on peut tous faire des erreurs, mais que l'important c'est de le reconnaître et de tout faire pour réparer ces erreurs. Que j'ai conscience aussi que voilà, ils n'ont pas assez de moyens et que j'espère qu'ils vont en avoir beaucoup plus à l'avenir. Et puis concernant les mamans mutilées, les mamans abîmées, j'aimerais leur dire que je leur envoie plein de courage et puis qu'elles hésitent pas à demander de l'aide, à chercher des solutions pour qu'elles aillent mieux, qu'elles s'occupent d'elles surtout, parce que c'est vrai qu'on a tendance à d'abord s'occuper de son enfant, donc qu'elles s'occupent d'elles, parce que si elles prennent soin d'elles, mais tout de suite son enfant le sentira. Voilà, que c'est très important de pas laisser le temps passer, les douleurs s'installer, et puis que il y a plein de mamans aussi qui ont vécu des choses très difficiles et qui aujourd'hui témoignent sur le fait que elles rêvaient d'avoir un autre enfant, d'avoir un autre accouchement, et que finalement elles l'ont eu. Donc elles peuvent être sûres que tout est possible. Oui. Pour revenir sur le fait de prendre soin de la maman aussi, et pas que de l'enfant, je sais pas si tu connais la théorie des masques, Non. qui dit que dans un avion, on demande aux parents de d'abord mettre son masque avant de mettre le masque à son enfant en cas de souci, parce que un parent qui tombe dans les pommes n'aidera plus grand monde et que cet enfant sera livré à lui-même, parce que pour le coup, dans un cas d'urgence, peut-être que personne ne pourra s'occuper de cet enfant, et que du coup, c'est important que l'adulte soit en possession de tous ses moyens avant de s'occuper de l'enfant. Et souvent, on l'utilise dans le cadre de la parentalité, et je le trouve très parlante. Mmh. Mmh. Et avant de nous quitter, on a notre petit rituel de fin. Comme on est sur la deuxième partie, donc on est sur la fin de la fin. Est-ce que du coup tu aurais toi une petite astuce à partager avec toutes les préparations que tu as pu faire autour de la naissance physiologique que tu nous as mentionné notamment dans la première partie d'épisode? Est-ce que tu aurais une astuce à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Moi, je dirais que c'est vraiment l'hypnose.
L'hypnose, je trouve que c'est extraordinaire. Oui. C'est vraiment un super pouvoir qui permet de ressentir des choses qu'on souhaite. Hein. C'est pas quelque chose d'imposé. On est maître. L'hypnose, c'est pas du tout l'hypnose de spectacle qu'on Ouais. s'imagine. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Mais en termes de gestion de douleur, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et en termes de souvenirs aussi, parce que il y a tout un travail à faire. Il y a en fait, dans l'hypnose, il y a plusieurs choses que moi j'ai testées. C'est, vous imaginez que vous avez votre, je sais plus comment on appelle ça, c'est plus si c'est votre arbre de vie ou votre fleuve, votre cascade. Vous avez une cascade et en fait vous commencez, vous voyez un ruisseau, vous le suivez, en fait ça devient plus grand et puis en fait vous arrivez à votre cascade et en fait vous êtes dans votre cascade et vous vous régénérez. Et ben vraiment, quand vous êtes en train d'accoucher et que vous sentez que vous allez pas bien, que vous allez vous régénérer, ça vous donne vraiment une nouvelle impulsion, ça c'est extraordinaire. Et puis après, vous décidez de l'endroit où est-ce que vous voulez accoucher, puisque évidemment, on peut pas occulter le fait qu'on accouche. Et là, typiquement, pareil, pour mon premier accouchement, j'avais vraiment décidé de l'endroit où je voulais accoucher et j'avais réfléchi à ce qui pouvait s'y passer en termes de comment, voilà, ce qui est très beau, c'est comment est-ce que je matérialise une contraction. Est-ce que c'est un éclair? Est-ce que c'est un éclair et puis derrière, du coup, je sais qu'il y a le soleil ou un arc-en-ciel qui va arriver. Enfin, ça demande une petite préparation dans le cadre de cette hypnose-là. Mais je trouve que ça permet de réussir à tenir sur la durée. Et je pense vraiment que si j'ai réussi à tenir 1h30 recousu à vif, c'est grâce à l'hypnose, vraiment, parce que je vois pas comment, comment j'ai réussi à me détourner de la douleur autant. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un outil très intéressant. C'est important de trouver une personne qui forme bien sur ce sujet. Moi, j'avais acheté un CD. Oui, alors là, je suis vraiment très vieille quand je dis ça. CD. Mais en l'occurrence, ça n'existait que sous la forme d'un CD qu'il fallait écouter et qui emmenait vers un état d'hypnose. Voilà, mais bon, ça, on va dire que c'était vraiment le basique du basique, parce que moi, ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'est ma sage-femme. Mais voilà, je veux dire, et vous trouverez plein de choses sur Internet, plus plein de professionnels de santé qui se forment à ça, et c'est très intéressant. Aujourd'hui, on arrive à faire des opérations avec l'hypnose au lieu de l'anesthésie, donc c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. J'espère que les hypnotiseurs vont envahir les hôpitaux. Ouais. Oui, apparemment, c'est assez concluant et ça tendrait à se développer. Je touche du bois, j'ai jamais bénéficié encore de l'hypnose pour une chirurgie parce que ça fait longtemps que je suis passé sur le billard, mais j'espère pas y retourner demain. Mais par contre, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Comme tu dis, de pouvoir vraiment remplacer partiellement, voire totalement, des anesthésies ou permettre des anesthésies locales ou ce genre de choses. Pour éviter du coup un arrêt total avec une anesthésie générale, vraiment. En tout cas, merci. Dans le cas de la grossesse et de l'accouchement, c'est quand même de plus en plus amené. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'entendre vraiment de plus en plus de tous les côtés, quoi. Tout comme on parle d'autonomie, l'hypnose devient très 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 fréquente, que ce soit par les applications, parce que c'est peut-être plus les CD maintenant. Il y a d'autres biais. Ou d'autres ou des pratiques périnatales, voilà, quand on va voir une doula. Il paraît pour les addictions aussi, ça marche très bien. Il paraît aussi, ouais. En tout cas, Delphine, on arrive à la fin de cette interview, à la fin de la partie 2. Un immense merci d'être venu, d'avoir accepté de venir partager ton histoire avec nous, à notre micro, dans ce podcast qui, a priori, n'est pas exactement le même sujet et qui pourtant peut trouver un certain nombre de liens. Comme on le disait au début de la partie 1 de cet épisode, c'est pas un récit donc qui a été centré sur les maisons de naissance, mais en tout cas pour nous c'était essentiel de le mettre en lumière et de montrer combien le type d'accompagnement proposé en maison de naissance ne devrait pas être un privilège, mais bien une norme accessible à toutes. Et on est aussi super contente que ce soit ta voix qui porte ce message, car ton combat nous touche profondément. Vraiment, encore merci de porter aussi toutes les voix de ces femmes qui, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, sont aujourd'hui malheureusement trop souvent tues et silencieuses.
En tout cas, en te lisant, en te découvrant, il nous a paru évident de pouvoir te rencontrer un jour et de parler de tout ça avec toi ici. Et c'est vraiment super chouette d'avoir passé ce moment avec toi. On espère que ton témoignage trouvera de l'écho auprès des nombreuses personnes qui nous écoutent et en général par toutes celles qui te suivent, toi, de manière plus personnelle. N'hésitez pas en tout cas à partager cet épisode autour de vous pour faire entendre les droits fondamentaux auxquels les femmes devraient avoir accès de manière spontanée et naturelle. N'hésitez pas à faire ça aussi pour mettre en lumière que les femmes ont le droit de disposer de leur corps et de le protéger. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Apple Podcasts, Spotify, nous liker ou nous repartager. C'est augmenter notre visibilité. C'est comme ça aussi qu'on pourra poursuivre l'aventure, continuer de recevoir des personnes comme Delphine et pouvoir aborder tout un tas de sujets autour de la maternité et des femmes de manière plus générale. En tout cas, je te dis une dernière fois merci. Je te dis au revoir et j'espère à bientôt. Et merci pour ta confiance et ton engagement en général. Merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment avec vous. Je suis vraiment ravie. Merci Delphine. Au revoir. Avant de conclure cet épisode, nous souhaitons vous faire entendre un message que Delphine a enregistré suite à notre échange, dans lequel elle partage l'issue des poursuites engagées à l'encontre de la maternité où elle a été victime de violences. Et si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous pour soutenir toutes celles et ceux qui se battent pour que la parole des femmes soit entendue. Merci encore à Delphine pour sa confiance et la force avec laquelle elle continue de faire entendre sa voix. Voici son message. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé dans la reconnaissance de ma situation. J'ai pu obtenir une négociation amiable, c'est-à-dire que j'ai écrit une lettre au service contentieux de la maternité dans laquelle j'ai accouché, dans laquelle j'ai expliqué tout ce que j'avais vécu. J'ai fourni la facture de mon opération de reconstruction. Et j'ai reçu une réponse me disant qu'une enquête allait être diligentée. Donc en fait, c'est la procédure normale, c'est-à-dire que vous envoyez un courrier et on vérifie que ce que vous avez écrit est vrai. Donc là, effectivement, ils ont pu confirmer que les faits que je dénonçais dans cette lettre étaient avérés. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre dans laquelle on me disait que il y avait eu des dysfonctionnements, que cela avait eu des conséquences sur le plan physique comme sur le plan psychologique, ce qui était pour moi une vraie victoire, parce que psychologiquement, c'est toujours difficile de prouver que ça a des conséquences et que c'est lié exclusivement à cet événement. Et puis, donc la PHP m'a versé 2 500 €. C'est la somme qui correspond à mon opération de reconstruction. C'est une somme dérisoire par rapport à ce que j'ai pu dépenser, puisque sur la première année, j'ai dû dépenser plus de 5 000 €. Et là, au bout de 5 ans, j'ai arrêté de compter, mais c'est vraiment beaucoup plus important. Et après, oui, c'est une petite somme, mais en fait, je n'aurais pas pu demander plus, parce que plus ça rentrait à ce moment-là dans le cadre d'un procès. Enfin, c'était plus une négociation amiable. En fait, pour que ce soit une négociation amiable, il faut vraiment demander une somme symbolique, une somme pour laquelle il y a pas débat. Et en fait, c'est plus l'enjeu, il est plus sur une reconnaissance que sur une réparation financière. Donc, ce courrier m'a fait énormément de bien, puisque il est écrit que la PHP, ne s'opposant pas à la reconnaissance de sa responsabilité, elle me verse cette somme. Et pour moi, même si c'est très mal formulé, c'est ça qui fait que cette lettre, elle vaut de l'or. Je me suis beaucoup interrogée à la sortie de la maternité sur ce qui s'était passé. Et là, vraiment, on reconnaît que malgré un dossier médical qui indique que tout va bien, il s'est bien passé des choses. Alors, moi, j'appellerais pas ça des dysfonctionnements. Évidemment, personne ne va écrire le mot erreur, personne ne va écrire le mot violence. On parlait de l'importance que chaque partie avance ensemble. Typiquement, demain, la PHP ne doit plus écrire ce type de courrier. Demain, la PHP doit écrire
le mot erreur doit écrire le mot violence et la PHP doit écrire la PHP reconnaît sa responsabilité. Et déjà ça, ce sera une énorme avancée pour les victimes de violences obstétricales et violences gynécologiques. Concernant le chirurgien gynécologue, il n'y a rien à dire puisque tout ce qui s'est passé ne s'est passé que entre lui et moi et entre 4 murs, donc je n'ai aucun témoin, je n'ai rien qui puisse prouver les faits. Et puis ce qui est compliqué, c'est que les faits, ils sont basés sur les comptes rendus qu'il m'a remis tardivement, mais qui sont dans tous les cas inexploitables puisque il s'est pas gêné pour écrire des choses qui étaient fausses. Je donne un exemple très concret. Le chirurgien gynécologue m'avait demandé de ne pas reprendre les rapports avec mon mari. Évidemment, j'ai suivi cette recommandation puisque je souffrais tellement qu'il était hors de question il me serait pas venu à l'idée de reprendre les rapports. Et lui a écrit dans le dernier compte rendu que je ne voulais pas les reprendre, ce qui est donc complètement faux. Et il a écrit également dans de nombreux comptes rendus que je pleurais beaucoup, sous-entendu que voilà, j'étais très perturbée, de sorte que ce que je dis n'a pas de valeur, puisque je suis très perturbée, que je pleure beaucoup. Et concernant le fait que il m'ait enlevé une partie de mon intimité, eh bien, il a écrit en gros qu'il avait enlevé ce qui était nécessaire. Donc de toute façon, il y a que lui qui a pu apprécier la situation. Il y a que ses écrits qui font foi. Donc voilà, il se passera rien. Et c'est ça. Quand j'entends souvent les personnes dire ah là là, elle porte plainte, ça doit être pour gagner de l'argent, mais on ne se rend pas compte. Mais pour porter plainte, c'est extrêmement difficile. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.